La parole est à Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, dès que l'air ne contribue plus à la conservation de la santé, il tue. Mais la santé est le bien sur lequel l'homme se montre le plus indifférent. Dès 1782, Louis-Étienne Mercier le disait dans ses tableaux de Paris, on mourait à Paris de l'air vicié et de l'exposition aux polluants, de sa densité et des épidémies qu'elle facilite. Si les polluants qui nous préoccupent aujourd'hui sont différents de ceux de Paris à l'ère pré-industrielle, l'exposition à un air saturé de particules, à des composés chimiques et perturbateurs endocriniens, la pollution sonore reste autant de facteurs, et à la pollution sonore, cela reste autant donc de facteurs qui pèsent lourd sur la santé des Parisiennes et des Parisiens. En raison de tous ces éléments, de la minéralité de notre espace contraint et de la densité de 20 000 habitants par kilomètre carré, les épisodes de chaleur sont particulièrement difficiles à vivre à Paris, alors même que le changement climatique est là et va entraîner un bouleversement profond de ces équilibres. Oui, on ne peut pas promouvoir la santé à Paris sans se focaliser prioritairement sur ces éléments, sur la manière de limiter notre exposition à eux ou leurs effets partout sur notre territoire et y compris sur ces espaces sacrifiés par le tout-voiture en bord du périphérique. Car on ne peut pas non plus envisager la santé environnementale sans prendre en compte les déterminants sociaux de la santé. Nous ne pouvons pas nous satisfaire que 84% des Parisiennes et des Parisiens déclarent le prix comme frein principal à l'achat de denrées alimentaires saines. Nous ne pouvons pas accepter que les arrondissements du Nord et de l'Est parisiens, 17e, 18e, 19e, 20e, les plus touchés par la suroccupation des logements, soient aussi ceux où il y a le plus d'immeubles dégradés. De même qu'il est nécessaire d'adopter en santé publique une approche globale de la santé du vivant, le plan parisien se nourrit aussi donc des approches de plusieurs autres réflexions stratégiques de la ville qui, hasard ou pas du calendrier, seront examinées dans cette même séance. La stratégie parisienne pour une alimentation durable, le plan de sortie des plastiques dans la restauration collective et, on le verra demain, le plan climat et le PLU bioclimatique. Les réflexions que nous avons aujourd'hui se répondent donc et dans une forme de résonance qui pourra en démultiplier les effets et permettra peut-être de surmonter les fameux effets de silo et de millefeuille qui embourbent parfois les actions les plus audacieuses. Je salue en particulier les synergies qui peuvent se tisser autour de l'alimentation saine et durable, enjeu crucial qui a déjà fait l'objet de nombreuses initiatives de notre ville, notamment dans le cadre du premier plan de santé environnementale qui vient de se terminer. Dans le 18e et le 14e, des défis foyers à alimentation positive ont ainsi permis de mobiliser des familles entières autour de défis, ateliers de cuisine, de nutrition, d'identification de l'offre alimentaire durable et coopératives citoyennes de projets collectifs. Mais les publics plus précaires n'ont pas été oubliés avec tout un travail engagé dès 2022 pour approvisionner une trentaine d'associations de l'aide alimentaire parisienne en produits bio, durables, locaux, permettant de mieux nourrir environ 9000 personnes par semaine et offrant des débouchés à des productrices et producteurs du bassin parisien. Dans le nouveau projet, il s'agit en outre de développer les marchés de plein vent avec la présence d'artisans et de producteurs en labellisation de produits bio, locaux, durables, d'accompagner les acteurs et actrices économiques de l'alimentation saine et durable et de mettre en œuvre un territoire zéro précarité alimentaire. Et puis, pour revenir, prolonger ce que disait ma collègue Dominique Killemolès en parlant de la santé spécifiquement des enfants, et puis d'une certaine manière quand même pour noter la contradiction de Monsieur Loriot, mon collègue du 15e, qui appelait à ce qu'on soit plus précis sur l'alimentation des seniors. Eh bien, je dois déplorer, alors qu'on est dans un mouvement où on doit faire attention et on sait que l'alimentation est un des facteurs de santé, un des premiers facteurs de santé, et a fortiori donc de nos enfants. Je déplore que dans le 15e, la Caisse des écoles du 15e fasse la promotion, comme je l'ai déjà rappelé en conseil d'arrondissement, de produits industriels, Babybel, Vache qui rit, Boursin, pour ne pas les nommer, qui ont été en partenariat avec le Forum du goût de la Caisse des écoles, ce qui est une contradiction majeure, ce qui est une honte et ce qui m'a tout à fait révolté. Je crois que je ne suis pas le seul. Donc, vous êtes parfois fort à donner des leçons. Je pense qu'il faut d'abord que nous montrions collectivement l'exemple. L'exemple en plus est montré à la ville avec des tas d'outils que développe notamment ma collègue Audrey Pulvar avec le plan alimentation durable. Et j'étais assez estomaqué de constater ça et j'ai posé la question au maire du 15e qui ne m'a pas répondu sur les contreparties de ce partenariat, puisque je signale,
que toutes les cantinières du Forum du Goût portaient un tablier boursin. Voilà, on se doit autre chose quand même, quand on parle de l'alimentation durable, quand on parle de santé alimentaire, eh bien il faut vraiment agir autrement et montrer l'exemple. Quand on sait notamment que le coût écologique, social, sanitaire de la malbouffe en France est estimé à 19 milliards d'euros selon une étude récente de l'UFC Que Choisir, alors même que le secteur agroalimentaire a reçu 48,3 milliards d'aides publiques en 2021, on saisit aussi par le volet plus prosaïque des investissements publics que l'enjeu est structurel et stratégique. Oui, nous devons favoriser ce qui permet de déjouer les cercles vicieux et permet le meilleur développement des personnes, de notre environnement, de notre économie et de nos services de santé. Merci beaucoup.